Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir effectivement cet après-midi d'intervenir avec le docteur Maillard. Je remercie. Donc docteur, vous êtes urgentiste et coordonnateur médical de l'Observatoire régional des urgences de Nouvelle-Aquitaine. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter en quelques mots cette structure ? Alors, l'Observatoire régional des urgences de Nouvelle-Aquitaine, c'est un groupement de coopération sanitaire qui a été fondé il y a à peu près 10 ans et qui prend comme membres tous les établissements qui ont une structure d'urgence ou un plateau hautement spécialisé. Ces missions, elles sont simples, c'est la collecte des données provenant des urgences, c'est tout ce qui est accompagnement sur l'informatisation des structures d'urgence, c'est tous les outils de veille et d'alerte sur les tensions, la mise en place et l'animation des réseaux territoriaux des urgences. On fait également le déploiement du ROR, donc du registre opératoire des ressources, sur tout ce qui est établissement MCO. Et enfin, depuis peu, on met en place une cellule de gestion des lits territoriales. Merci beaucoup. Alors, les soins non programmés sont concernés par de nombreux critères au sein du référentiel de certification de la Haute Autorité de Santé. Respect de la dignité et de l'intimité du patient, prise en charge de la douleur, prise en charge médicamenteuse, maîtrise du risque infectieux, gestion des événements indésirables, je reprends mon souffle, sécurité informatique, gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, suivi et analyse d'indicateurs. Je vais m'en arrêter là, je pourrais mettre 3 petits points parce que la liste est encore longue. Donc il serait tout à fait impossible, rébarbatif même, dans le temps qui nous est imparti, impossible de les passer en revue un par un, afin de s'interroger sur les méthodes et les outils qui pourraient être utilisés et ou déployés afin de tous les maîtriser et parvenir à la sécurisation des prises en charge en soins non programmés. Aussi, je vous propose de découper le parcours d'un patient qui nécessiterait une prise en charge en soins non programmés et d'échanger ensemble sur comment tenter de s'approprier le référentiel de certification et donc ainsi œuvrer à la sécurisation des prises en charge dans ce secteur. Aussi, ma première question va porter sur la première phase donc, de cette prise en charge, soit en amont de l'arrivée du patient aux urgences. Aujourd'hui, le nombre de passages aux urgences connaît une croissance continue qui met parfois en difficulté ces structures. Et on le sait, tous ces patients n'auraient peut-être pas pour autant forcément besoin de cette prise en charge par un service d'urgence. À votre avis, comment pourrait-on proposer le juste soin aux patients ? Je vais reformuler peut-être, parce que ça paraît peut-être compliqué de répondre comme ça à cette question. Vers quelle structure et ou vers quel professionnel orienter un patient qui ne relève pas d'une prise en charge par un service d'urgence ? Et peut-être pourrez-vous également nous dire en quelques mots sur les filières qui ont été organisées au sein du Centre 15 afin d'éviter certaines venues inutiles aux urgences. Alors, on va commencer par la définition des patients qui, pour nous, ne nécessitent pas obligatoirement une prise en charge au sein des urgences et pour lesquels on pourrait proposer donc d'autres types de prise en charge. Alors, on a ceux qui sont perdus dans notre système de soins, on a les impatients, on a les anxieux, on a les personnes pour lesquelles l'ensemble du corps médical n'a pas d'autre porte d'entrée que les urgences parce que c'est difficile d'accéder au plateau technique ou aux services de nos hôpitaux. Et puis enfin, il nous reste une dernière classe qu'on aime bien, c'est les rois du monde, ceux qui vous expliquent qu'ils ont le droit à tout et qui sont là pour avoir tous les examens dans l'ordre qu'ils nous prescrivent. Donc face à ça, comment s'organiser ? Alors, ce qui a été proposé depuis peu de temps, c'est la mise en place du SAS, donc ce service d'accès aux soins qui est au niveau des SAMU, sur lequel se partagent l'activité à la fois les médecins libéraux et les médecins hospitaliers. Alors, qu'est-ce que ça apporte cet outil ? C'est effectivement d'essayer d'adapter la réponse aux besoins que nous évaluons à la régulation, pour proposer une réponse des plus adaptées aux patients. Et là, tout à l'heure, j'entendais le juste soin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le SAS, en soi, c'est qu'un outil et que, en fait, ça demande énormément de travail derrière
pour pouvoir apporter une réponse adaptée. Ça veut dire qu'il va falloir qu'au niveau des SAS, on ait une organisation avec les infirmiers libéraux, avec les médecins libéraux, avec les EHPAD, avec les DAC, avec les plateaux techniques, avec un certain nombre de filières, l'hôpital de jour, l'HAD. Donc tout ça, c'est un travail de fond à réaliser au niveau du SAS pour arriver à remettre dans certaines filières un grand nombre de patients. Alors ces filières, c'est quoi ? Parce que effectivement, au niveau du SAMU SAS, il y a un certain nombre de filières qui peuvent être organisées. Je donne un exemple sur la psychiatrie, voir comment on peut s'organiser avec les CMP. Aujourd'hui, c'est compliqué. Sur la gériatrie, voir comment on peut s'organiser avec l'hôpital de jour, avec les plateformes de gériatrie. La pédiatrie, voir comment on s'organise à travers la visio-régulation. Et puis un certain nombre de filières qui pourraient s'organiser pour organes afin d'avoir une réponse plus adaptée. Je reviendrai sur 2 points. Le plateau technique, je pense qu'il va falloir qu'à un moment, au niveau du SAS, on puisse avoir des accès simplifiés au niveau du plateau technique pour éviter le passage par les urgences. Donc je le redis, une organisation en amont, travailler avec les professionnels de santé, et puis une organisation finalement au niveau de nos établissements pour pouvoir avoir ces plages de prise en charge qui permettraient demain d'éviter le passage par les urgences de certains patients. Mais alors tout ça, une fois qu'on l'a mis en place, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Il nous reste toute la partie communication. Alors la partie communication au niveau de la population, elle est faite. Au niveau des professionnels de santé, elle doit se faire, parce que même les professionnels de santé sont une fois de temps en temps perdus dans nos organisations. Et puis enfin, au niveau des pouvoirs publics, parce qu'on les voit arriver en disant « attendez, ça ne va pas du tout », ils ne comprennent pas toujours les organisations que l'on propose, et finalement, parfois, et même souvent, on essaie d'apporter une réponse adaptée à leur population. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation. Pour l'évaluation, alors pour la mise en forme, je veux dire, on va commencer par la mise en forme. Je vais vous prendre l'exemple que nous faisons dans notre département. Une fois qu'on a mis ça en place, et tout n'est pas mis en place, aujourd'hui, on a beau avoir expliqué à la population que voilà, vaut mieux passer par le 15 avant de venir aux urgences. On a encore un certain nombre de patients qui viennent aux urgences. Et donc, ce qui est proposé, c'est à l'arrivée aux urgences, une réorientation des patients. Et là, il y a 2 façons de faire. Nous, la façon que nous avons choisi de faire en Lot-et-Garonne a été de mettre des interphones à l'entrée de tous nos services d'urgence. Donc depuis maintenant pratiquement 2 ans, au niveau des services d'urgence du public et du privé, il y a un interphone à partir de 18h qui réadresse tous les patients qui viennent par leurs propres moyens au niveau du centre 15. Et au niveau du centre 15, en fonction de l'évaluation, on les oriente soit vers la médecine libérale, soit vers les urgences, soit on leur donne un conseil, soit ce que j'évoquais tout à l'heure, on les oriente sur des consultations à 24-48 heures. Donc ça, c'est pour notre organisation. D'autres établissements ont fait un autre choix qui est l'accueil physique du patient, en disant, en fait, vous êtes arrivé, mais on vous dit que vous n'avez plus besoin de venir ici, et ils les réorientent vers le même type de professionnels que nous au niveau de notre régulation. Alors tout à l'heure, on parlait de l'évaluation. Comment on évalue ces modifications d'organisation ? C'est toujours compliqué. Donc on revient, c'est évaluation des urgences, mais également la charge de travail que ça générait au niveau des SAMU. C'est tout ce qui est lettre de plainte au niveau du SAMU et des urgences. Et puis, en fait, également, c'est ce qu'on a fait, c'est des enquêtes ponctuelles où on a rappelé les patients pour savoir si finalement la réponse qui leur avait été apportée leur paraissait adaptée ou pas. Alors je voyais tout à l'heure le critère 75%. Alors on est au-dessus du critère 75%. On est à plus de 80%. On n'est pas à 100%. Je pense qu'on ne sera jamais à 100%, je le redis. Il y a des patients qui veulent toujours tout. C'est toujours compliqué. Mais en attendant, après 2 ans d'expérimentation, aujourd'hui, on n'a pas eu de problème particulier sur ce type de dispositif. Merci beaucoup.
on continue donc de dérouler la prise en charge de notre patient aux urgences. Donc cette fois-ci, il a passé cette première étape et on en conclut donc qu'il doit être pris en charge aux urgences et donc il est accueilli et pris en charge par l'infirmier d'accueil et d'orientation. Selon vous, de quels moyens dispose-t-on pour une prise en charge respectueuse du patient et respectueuse des bonnes pratiques ? Je pense évidemment, comme je l'ai déjà évoqué juste avant, au respect de la dignité de l'intimité, à l'identitovigilance, à la prise en charge médicamenteuse, mais aussi à la collaboration avec les autres services de l'établissement, comme par exemple l'imagerie ou encore le bloc opératoire. Alors là, on rentre vraiment dans les processus de prise en charge. La réflexion au niveau d'une structure d'urgence, en fait, c'est le séquencement de la prise en charge. Et de vérifier à chaque étape de la prise en charge si l'environnement est adapté, si on a affaire au bon professionnel, si le bon professionnel connaît bien ses missions, comment il va pouvoir tracer l'information. Et je rajouterai même un point, si au-delà du patient, il a bien pris en considération les accompagnants et la famille. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans nos organisations aujourd'hui, alors on lance le chrono au moment où il arrive aux urgences, pas au moment où il est enregistré, parce que je dis toujours ce qui est important, c'est au moment où il arrive aux urgences. Et puis la première séquence, c'est l'agent d'accueil. Donc effectivement, au niveau de l'agent d'accueil, est-ce qu'il a un dispositif adapté à son emploi ? Mais également, est-ce qu'il peut accueillir le patient, lui demander en gros le gros de ses symptômes, sans que l'ensemble de la salle d'attente entende ce qu'ils disent. Ça veut dire que c'est quand même des locaux sur lesquels il faut réfléchir. Est-ce que c'est sécurisé ? Et est-ce que l'outil de traçabilité est vraiment adapté à sa mission ? La deuxième phase, c'est la prise en charge par l'infirmière d'accueil et d'orientation. Alors en général, ce qu'on voit dans nos hôpitaux, c'est que pour tout ce qui est patient ambulatoire, les choses sont plutôt bien faites aujourd'hui. On a des espaces qui sont adaptés pour les infirmières. Pour les patients couchés, c'est une catastrophe. En général, c'est fait devant tout le monde. C'est souvent d'ailleurs les patients qui sont les moins bien vêtus. Donc au niveau de l'intimité et de la confidentialité, il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, les réflexions au niveau de nos structures d'urgence, c'est d'avoir vraiment une vraie réflexion sur ces pôles d'accueil où on doit réfléchir avant tout sur le patient couché. Je le redis, le patient ambulatoire, c'est déjà fait. Et il faut faire attention dans les patients couchés parce que ça prend du temps. Déshabiller un patient pour pouvoir faire une bonne évaluation, c'est pas obligatoirement à l'infirmière de le faire. Donc dans les missions des professionnels, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir cette réflexion qui fait quoi ? Et je pense qu'on a une personne qui nous prépare le patient, une infirmière qui l'évalue, parfois assistée du médecin d'accueil et d'orientation pour pouvoir commencer à initier la prise en charge. Toujours pareil, le local, ça veut dire qu'à un moment, c'est une pièce qui peut être fermée. Voilà. Au niveau de l'intimité, on va respecter l'ensemble de l'intimité dans ce cadre-là. Et au niveau de la traçabilité, on doit avoir des outils qui sont adaptés à la mission de l'infirmière d'accueil et d'orientation. Ensuite, dans la prise en charge, après cette évaluation initiale, on a tout ce qui est, on va dire, investigation, où on initie un certain nombre d'examens complémentaires. Là, ça peut être fait dans un deuxième espace. Ça ne doit pas être fait dans le même espace, parce qu'on le dit bien, l'infirmière d'accueil et d'orientation, elle ne fait qu'un travail ponctuel qui, logiquement, selon nos référentiels, doit prendre 8 à 10 minutes. Et effectivement, je pense qu'il faut aller vite, parce que s'il y a des patients qui attendent derrière, on peut avoir parfois des soucis. Donc là, après cette deuxième phase, sur le lancement des thérapeutiques, c'est l'intérêt d'avoir des médecins d'accueil et d'orientation et du personnel dédié à cette partie-là pour pouvoir lancer la prise en charge. Ensuite, on a la phase, j'ai envie de dire, diagnostic et lancement du projet thérapeutique. Donc on est vraiment sur je séquence. À chaque fois, je regarde quel est mon professionnel, je regarde quelles sont ses missions. Je me pose la question, quelle information je donne aux patients, parce que chaque fois, je fais une démarche. Mais je le rappelle, je fais une démarche, mais je lui explique également les démarches qu'il va vivre après. Parfois, on les voit râler parce qu'ils ont attendu 3 heures. Faut savoir expliquer pourquoi ils ont attendu 3 heures dans une structure d'urgence. Et en général, les gens le comprennent bien.
Une fois cette prise en charge effectuée, eh ben, c'est l'orientation. Et là, c'est un autre sujet. L'orientation, c'est l'endroit où ça peut grincer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que ça nous oblige à un moment à avoir des zones de surveillance. C'est un travail qu'on ne fait pas toujours très bien, ça, parce qu'un patient qui reste 15 heures dans votre service, repenser à ses problèmes d'hygiène, à ses problèmes d'alimentation, ben, une fois de plus, c'est quelque chose qui doit être réfléchi au niveau de nos structures d'urgence. Après, pour finir sur les questions, le travail partenarial, c'est quelque chose qui doit s'anticiper. C'est-à-dire que l'accès au plateau technique, l'accès au bloc opératoire, c'est des choses où aujourd'hui, pour moi, et on le voit hein, au niveau des visites de certification, quelque chose sur lequel on fait très attention. J'ai envie de dire que c'est la partie la plus rodée aujourd'hui au niveau de nos établissements. Merci beaucoup. La prise en charge de notre patient par le service des urgences touche maintenant à sa fin et son devenir, son orientation a été définie. La gestion de l'aval aujourd'hui reste délicate dans de nombreux établissements et quand on parle de gestion de l'aval, on entend souvent parler par exemple de bed management, de pertinence des hospitalisations ou encore du rôle des filières. Pouvez-vous nous éclairer sur les solutions dont peut-être celle que je viens de citer, qui s'offrent aux établissements pour tenter de résoudre ce problème de la gestion de l'aval? Alors la gestion de l'aval, il est triple. Le premier, c'est le retour à domicile. Retour à domicile, est-ce que les informations aux patients ont été bien données? Est-ce que s'il y a une organisation de prise en charge secondaire, eh ben, on a pu vérifier que effectivement le rendez-vous pour le patient, on serait certain qu'il pourrait le prendre en compte. Est-ce que les moyens de transport pour le retour à domicile sont adaptés? Et on voit bien aujourd'hui que c'est l'un de nos problèmes. Donc, une fois de plus, le retour à domicile, faut pas l'oublier, il est important et on a pas mal de choses à faire sur le sujet. Et je pense que là également, il y a un point à améliorer. Tout à l'heure, on parlait de diffusion de l'information concernant le dossier du patient. Le DMP est de plus en plus présent. J'espère qu'effectivement, on arrivera à enrichir les données du patient concernant sa prise en charge aux urgences. Alors, sur tout ce qui est mutation, on a vécu, nous, dans nos hôpitaux, le virage ambulatoire. Et alors, les personnes âgées, ils ne le prennent pas très bien, le virage, hein, je vous le dis tout de suite. On a créé de belles cases avec de l'expertise, de la super expertise pour des gens qui n'ont aucune pathologie. Le polypathologique âgé, aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué pour lui au niveau de nos hôpitaux. Et là, c'est un véritable problème institutionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de nos hôpitaux, et ce matin on en parlait, hein, les patients des urgences, c'est les patients de tout le monde. C'est les patients de tout le monde. Et ce qu'on sait faire au niveau des urgences, c'est simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire à peu près combien on hospitalise de patients par jour en moyenne sur une semaine. Au niveau de chaque hôpital, on est capable de le dire. Et quand on fait des analyses, on se rend compte que l'erreur, elle est vraiment minimum. Donc, ça voudrait dire tout simplement que si les établissements se penchaient vraiment sur la question en se disant comment on s'organise pour se dire que les patients des urgences sont programmables, on trouverait des solutions pour nos patients des urgences. On n'en est pas là aujourd'hui, donc ce qu'on pourrait vous présenter, qui est sur le registre opérationnel des ressources, c'est qu'on a commencé à faire un travail sur le sujet. Aujourd'hui, à travers le ROR, on a un icône qui permet de connaître les besoins journaliers minimales en lit de tous les établissements de la région. Et nous sommes en train de faire un travail pour que ça aille au-delà des établissements qui ont des structures d'urgence, qu'on puisse englober tous les établissements qui ont des lits au niveau d'un territoire pour trouver une solution adaptée. Donc, je reviens sur les mutations. Aujourd'hui, nos établissements devraient, à travers, alors je ne sais pas si c'est la commission des admissions non programmées, mais à un moment, être en capacité de se dire, nous, tous les matins, il va y avoir ce nombre de lits qui vont être mis à disposition des urgences.
Après, le travail des tensions, c'est un autre travail pour moi. C'est à un moment, effectivement, tout ne tient pas dans le vase. Et ben, c'est comment faire pour que, effectivement, on arrive à trouver des solutions partagées au niveau de l'établissement. Le dernier point, c'est les transferts. Alors les transferts, là, on revient un peu sur les filières. Et j'entendais parler de GHT tout à l'heure. Aujourd'hui, je le redis, hein, on est de plus en plus vers de l'expertise de haut niveau, avec des patients qui sont pris en charge sur des plateaux techniques hautement spécialisés et pour lesquels il va falloir trouver des solutions d'aval. Moi, je pense que chaque filière doit être étudiée au niveau d'un établissement et il doit y avoir un service qui est référent de cette filière. Pour moi, ce n'est pas possible de travailler autrement. Ce que l'on vit aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, moi j'ai eu l'exemple sur la neurochirurgie, hein, patient pris en charge en neurochirurgie, il a rappelé au niveau de l'hôpital, on lui a dit il n'y a pas de place, 3 jours après, il l'a renvoyé aux urgences. Voilà. Donc, on a un véritable travail à faire sur les filières, mais ce travail, il ne peut pas se faire qu'au niveau des urgentistes, il doit se faire au sein de l'établissement, et l'établissement avec les partenaires experts de recours au niveau territorial ou régional. Alors, je n'ai pas parlé des outils d'évaluation, hein. Tout à l'heure, j'aurais pu en parler également. Moi, j'avais un rêve dans mon service, c'est de me dire à un moment, on a une association des usagers, j'aurais bien aimé qu'on ait un usager qui vienne 3-4 heures par trimestre, voir un petit peu comment ça fonctionne dans le service, et puis nous faire un retour. Alors je pense qu'au début, il faut le faire personnaliser, parce que s'il se retrouve au milieu de tout le personnel, il y a une façon de communiquer au personnel qui n'est pas toujours simple. Mais au moins commencer à faire ce travail préalable, parce que le regard du professionnel vis-à-vis de ce qu'il fait, et même à travers la certification, quand on voit qu'on est à 95%, ça ne me suffit pas. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et sur cette partie vision de l'usager par rapport à notre vision propre, je pense qu'on a un gros travail à faire sur le sujet. Et puis sur toute la partie activité au niveau des structures d'urgence, on a déjà mis un gros nombre d'outils en place au niveau régional, hein, à travers les résumés de passage aux urgences. Donc tous les jours, tous les établissements reçoivent des bulletins, ils ont leur temps de passage. Tout à l'heure, je donnais comme information que pour moi, le chronomètre, il se doit déclencher à la première minute de l'arrivée du patient aux urgences. Je dis toujours, ce qui me gêne beaucoup, par exemple sur un AVC, on va avoir une très bonne note, c'est que l'AVC, le moment où on débute le chronomètre, c'est le moment où il est enregistré administrativement. Pas obligatoirement le moment où il arrive à l'hôpital et où il est resté 2 heures dans l'ambulance. Donc on a un vrai sujet là-dessus, et je pense que ça doit se regarder filière par filière. Les outils existent. Pareil, au niveau national, on essaie de les faire évoluer. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le RPUV3, donc le résumé de passage aux urgences, avec 2 points qui nous paraissent essentiels. 1, de pouvoir avoir cette traçabilité des temps de passage, et 2, de gommer les passages en unités d'hospitalisation de courte durée, les UHCD, qui nous biaisent toutes les analyses dans nos services. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un patient qui reste 24 heures sur un brancard aux urgences est muté au bout de 3 heures, 4 heures au niveau de l'UHCD, mais il reste toujours dans son couloir, et on n'a aucun outil qui nous permette de voir exactement ce qui se passe. Merci. Dernière question. Comment, selon vous, faire adhérer une équipe à l'amélioration de la qualité des soins aux urgences? De quel levier dispose-t-on aujourd'hui? Alors, au sein d'une équipe, plusieurs points. Alors, je le dis toujours, pour moi, il y a la partie interne au service et puis il y a la partie institutionnelle. On l'a dit ce matin, le problème, ce n'est pas un problème d'urgence, c'est un problème d'établissement de santé. Si l'ensemble de l'établissement de santé ne s'organise pas pour se dire qu'il existe également des patients d'urgence dans son établissement, on n'arrivera pas à grand-chose. Alors moi, la méthode que je prône, c'est essayer de responsabiliser le maximum des membres de l'équipe. Alors les responsabiliser sur quoi? À chaque fois, on essaye de trouver un point d'entrée sur quelque chose qu'ils apprécient. Mais nous, au niveau de notre structure, ce qu'on a essayé de faire, c'est de responsabiliser chaque médecin sur, par exemple, une filière.
Ce qui fait que vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe, il est référent de cette filière. C'est lui qui nous explique les avancées sur la filière. Et lorsque on a des indicateurs, je pense tout à l'heure, on parlera peut-être de l'AVC ou du syndrome coronarien, c'est lui qui peut expliquer ce qui s'est amélioré et pas amélioré. Donc il y a un moment entre les membres de l'équipe, ça permet de se tirer un petit peu les uns et les autres vers l'avant. Après, les autres points qui viennent, alors c'est toujours pareil, hein, c'est retour sur les lettres de plainte, c'est comment on partage l'information sur les lettres de plainte. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense que la place de l'usager, elle devrait être beaucoup plus importante que ça dans nos services. Et je le vois sur l'information qui est donnée aux patients et l'information qui est distillée au fur et à mesure de la prise en charge, aussi bien auprès du patient que de la famille et des accompagnants. Je le redis, hein, on a un vrai sujet sur cette partie-là où on doit encore s'améliorer. Et puis après, moi, il y a toujours la même chose, c'est comment mieux travailler avec la population pour qu'elle comprenne que les urgences, oui, c'est un accès à un plateau technique, c'est la technicité de l'urgence, c'est pas une porte ouverte à... c'est pas le seul point lumineux de l'établissement. Et d'ailleurs, le patient, il aura, à mon avis, des fois, une bien meilleure prise en charge en étant pris en charge par un médecin généraliste que dans une structure d'urgence au milieu de notre ambiance habituelle, on va dire. Merci beaucoup. Nous voilà parvenus au terme de cet entretien en tête-à-tête. Juste pour vous dire, côté CK, qu'il nous arrive régulièrement d'intervenir auprès de services d'urgence également, afin de les aider à évaluer leurs pratiques, comme on vient de l'évoquer, par l'intermédiaire de méthodes, comme l'a expliqué le docteur Oumegou ce matin, de patients traceurs, de traceurs ciblés, de parcours traceurs, de visites de risque, et on l'espère dans un avenir pas trop lointain, à travers des rencontres de sécurité qu'on a évoquées ce matin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.